Donc le tigre n'existe pas à Bornéo. Alors j'ai trouvé ce titre, l'autre tigre, c'est le titre d'un poème de Jorge Luis Borges, grand poète argentin, l'autre tigre, qui est tout à fait remarquable, et là c'est tout à fait à sa place. Donc le tigre n'existe pas, mais dans tous les groupes de Bornéo, donc, parmi tous les peuples indigènes de Bornéo, il est omniprésent dans les traditions historiques, dans les croyances, dans les rituels, dans la littérature orale, dans les mythes. Donc j'examine le cas de cet autre tigre dans les cultures de ces peuples sur l'ensemble de Bornéo, et en particulier sur... Alors qu'est-ce qu'on a dit? C'était... Et en particulier dans la région centrale, qui est la région des monts Muller. Muller, vous allez me dire, oui, Muller, c'est bien un Alsacien. Georges Muller, c'était un officier de génie dans les armées de Napoléon Ier. Et donc ce Muller, Georges Muller, après avoir été officier de génie dans l'armée de Napoléon, s'est vendu, après Waterloo, s'est vendu aux Hollandais et il est entré dans le service civil des Indes néerlandaises. Et il a fait un premier voyage à Bornéo en 1825, ce qui ne nous rajeunit pas, et c'était le premier voyage qui allait aussi loin dans l'intérieur, puisque vous voyez cette région, c'est le château d'eau de Bornéo. Vous avez 4 immenses fleuves qui partent dans tous les sens. C'était un pays absolument magnifique dans les années 70, ça ne l'est plus parce que les compagnies forestières, les palmiers à huile et tout ça se sont installés. Et donc Muller s'est fait tuer, assassiné par les tribus locales, peut-être mangé, on ne sait pas, par les indigènes du Cru, qui l'ont peut-être cuit. J'espère que vous appréciez la référence anthropologique. Et c'est un autre explorateur, un Hollandais, Nieuwenhuis, qui a réussi la première traversée de Bornéo d'ouest en est, qui a donné son nom le nom de Muller à cette chaîne de montagnes. Voilà. Donc nous avons un Alsacien au centre de Bornéo. On connaît 5 espèces de félins à Bornéo, dont la plus grande, c'est la panthère nébuleuse. Mais toutes les langues de Bornéo ont un nom pour le tigre qui est différent de celui de la panthère. Alors on peut se poser déjà la question, pourquoi le tigre a-t-il un nom spécifique, différent de celui de la panthère, dans une région où il n'y a pas de tigre? Alors, si je... Voilà. Alors ça, c'est le tigre de Java, qui n'existe plus, qui est éteint. Et alors, dès 1850, des explorateurs ont signalé la présence de crocs et de peaux de tigre entre les mains des tribus de l'intérieur. Et c'était des crocs et des peaux qui avaient été importés de Java, de Sumatra ou de la péninsule malaise, où les tigres, là, sont communs. Ceci est un porte-bébé, c'est une spécialité de Bornéo, de certains groupes de Bornéo, c'est la façon de porter les enfants, et c'est de la vannerie avec un siège en bois en demi-lune, et qui porte des canines de tigre et de panthère. Donc les canines de tigre, ce sont les grosses là, les 4 grosses, les autres c'est de la panthère. Là, je vous ai mis un tigre qui montre ses dents pour... Et donc les diverses décorations, des pièces de monnaie, des morceaux de coquillage, et le tout sur un panneau de perles tressées. Les canines de tigre sont la propriété exclusive des familles nobles, ou des familles riches, ou des familles importantes. Donc c'est pas n'importe qui peut utiliser des canines de tigre. C'est un patrimoine familial qui est exposé sur les porte-bébés, alors non pas comme décoration, comme on pourrait le penser, mais comme protection spirituelle. Le tigre protège les bébés qui sont dans le porte-bébé. L'usage de ces canines fait l'objet d'un interdit pour les gens ordinaires qui sont absolument terrifiés du pouvoir spirituel de ces canines. Des peaux de tigre
transformés en capes de guerre. Ce sont des objets de prestige pour des grands chefs. Donc il y en avait probablement assez peu, et la tradition raconte que des chefs tribaux rivaux sont entrés en guerre pour la possession d'une cape en peau de tigre. Alors s'il n'y a pas de tigre à Bornéo, les chasseurs ont quand même une connaissance de certains détails sur les mœurs du tigre qui diffèrent de celles de la panthère. Par exemple, le tigre grimpe mal aux arbres, contrairement à la panthère, et le tigre est très à l'aise dans l'eau, il peut même traverser des rivières à la nage, ce que la panthère ne ferait pas. Donc, comment ont-ils ces connaissances sur les mœurs du tigre? Ça, on ne sait pas trop. Et ceci est au point que dans certains groupes ethniques, le tigre est considéré comme le roi des animaux aquatiques. C'est quand même un peu surprenant. La littérature orale à Bornéo consiste pour chaque groupe ethnique en un gros corpus de textes. Alors on appelle ça des textes oraux, qui sont formels ou informels, qui sont récités ou qui sont chantés. Ce sont des mythes, des épopées, des contes, des chansons, et aussi des prières, des invocations et encore d'autres textes rituels. Et dans ces textes, le tigre apparaît toujours comme une dangereuse entité spirituelle qui est l'objet, comme je l'ai dit, d'une forte crainte, au point que même des débris de tigres, comme les peaux ou les canines, sont également l'objet d'une forte crainte. Et en même temps, comme disait quelqu'un, il est l'objet d'une grande admiration. Dans les épopées, on met en avant ses caractères immédiats, la force, l'agilité, la férocité. Le tigre est la quintessence de la virilité, on pourrait peut-être dire de la masculinité, je ne sais pas quel est le mot politiquement correct, il y en a un probablement plus correct que l'autre. Donc on compare des jeunes guerriers qui massacrent joyeusement leurs ennemis à des tigres féroces. Un autre attribut du tigre est sa noblesse, qui va bien sûr de pair avec le courage. Et le tigre, ou le titre, évidemment, ou le surnom de tigre est souvent décerné aux héros des épopées et quelquefois à des chefs fameux et respectés. Et enfin, il est de notoriété publique que les jeunes héros des épopées sont non seulement des serial killers, des tueurs en série, mais aussi des serial lovers. C'est des séducteurs patentés, et pas toujours d'une grande délicatesse d'ailleurs. Donc pour l'essentiel, l'action des épopées tombe dans ces deux catégories, le combat et la séduction, qui sont évidemment deux champs de conquête parallèles. Mais les dames de l'assistance peuvent se rassurer, il y a également des héroïnes redoutables, très belles, qui sont comparées à des tigresses. Chez les groupes des Muller, le tigre, qui est nommé Saniro, est en fait un héros culturel, et on est dans le domaine du mythe là, et ce héros culturel est sans rapport avec le héros martial des épopées. Ce héros culturel introduit la nuit. Apparemment, la nuit n'existait pas encore, il introduit la nuit, et il introduit également les animaux qui marquent l'alternance circadienne, le coq pour le matin et la cigale de 18h pour le soir. Et à ces humains qui vivaient encore comme des animaux, il enseigne tout ce qu'ils doivent savoir, tout ce qu'ils savent aujourd'hui. Et on cite en particulier le tissage, le tatouage, l'élevage des chiens, la fabrication des pirogues. Bref, le tigre civilise les hommes. L'apparence physique de ce héros culturel est très ambiguë. Selon les sources, il est totalement humain, mais son odorat est très développé et quand il marche, ses pas laissent des empreintes de tigre. Ou bien il a un corps humain et une tête de tigre, ou encore il a une épaisse fourrure et de longues canines. Donc c'est un truc un peu mixte là. Ce qui est souvent mentionné, c'est son incapacité à se nourrir comme les humains, parce que lui, il mange de la viande crue. Donc il civilise les humains, mais lui reste quand même avec des caractères animaux. Donc c'est cette inadéquation, cette incompatibilité culturelle qui, dans la fin du mythe, décide le tigre à quitter les humains, à abandonner la vie des humains et à retourner chez lui. Dans les textes de la littérature orale, le tigre peut se transformer à volonté.
entre humain et animal. Il peut aussi se rendre invisible, et alors il devient un esprit sans forme physique. Donc il est clair là que la frontière entre humain et animal et entité spirituelle, donc ces trois aspects, cette frontière est floue, elle est perméable. Donc paradoxalement, c'est l'animal tigre qui fait passer les humains du statut ou du stade de primitif à celui de civilisé. Dans le nord-est de l'île, contrairement à la région des Mulaires, c'est le chien. Et ailleurs, ce sont les nomades forestiers. Pierre Leroux parlait tout à l'heure, les Pounanes, qui sont considérés par les agriculteurs comme des intermédiaires entre animal et humain, et qui sont donc considérés pas comme des émissaires des divinités, ou des représentants des divinités, et ce sont des passeurs de culture, des passeurs de civilisation. Donc c'est des gens qui sont dans l'entre-deux et qui sont, parce qu'ils sont dans l'entre-deux, justement, sont considérés comme des émissaires des divinités. Dans ces traditions orales, les mariages entre des tigres et des humains sont courants et ne sont pas contre nature. Ils produisent une descendance qui est viable, qui a une apparence physique et des pouvoirs particuliers un peu variables, mais leurs modes de vie respectifs sont incompatibles et ces mariages finissent toujours par des divorces, chacun des conjoints retournant chez soi. Donc ces mariages ne sont pas contre nature, mais ils sont contre culture. On peut faire des références à qui vous voulez là. Bon, qu'est-ce que nous savons, d'après la tradition, de l'origine de ce tigre? Ça, c'est pour vous faire attendre un peu, jusqu'à la prochaine image. Dans la littérature orale, le tigre est le plus souvent associé à l'eau, la rivière, le fleuve, la pluie, les marécages, etc. Mais on dit aussi qu'il vit dans des grottes, et ces grottes sont des voies d'accès vers les mondes d'en bas. Alors, est-ce que le tigre viendrait du monde inférieur? Mais il est aussi associé au tonnerre et à l'éclair. Et ça a l'air plutôt de renvoyer au monde d'en haut, au monde supérieur. Donc c'est pas clair. Donc on va laisser de côté pour le moment le personnage des épopées, le personnage des contes populaires. Et si l'on reste dans le contexte cosmogonique du tigre héros culturel des Mulaires, on comprend qu'il n'est pas seulement un héros culturel, mais qu'il est surtout une divinité de premier plan. Il vient du ciel, son épouse c'est la lune, laquelle épouse est la fille du tonnerre, donc c'est pas du menu fretin, ça c'est du lourd quand même. Donc dans une cosmogonie classique, on dirait, qui oppose monde supérieur et monde inférieur, la position du tigre est quand même très très ambiguë. Donc on l'a vu, la frontière entre les êtres humains et les non-humains est perméable, et les frontières entre les différents mondes, le monde supérieur, le monde inférieur et notre terre humaine qui est au milieu, ces frontières semblent tout à fait perméables. Ce tigre, d'un côté, il réside dans le ciel, du ciel il descend sur la terre pour vivre avec les humains, il retourne au ciel, et de l'autre côté, il vit dans des grottes de notre terre qui, elle, mène au monde inférieur. Il est marié au ciel à une femme sélénique qui est elle-même la fille d'un personnage ouranien. Donc c'est carrément louche, là. L'intrigue se corse, ce plot thickens. Alors on peut examiner maintenant le rôle du tigre dans la vie sociale et rituelle des peuples de Bornéo. Ça va nous éclairer un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Pour les peuples des Mulaires, les cérémonies rituelles majeures ont été révélées par le tigre. Un mythe raconte que les humains primordiaux ont commis l'inceste, la femme est tombée malade et rien ne peut la guérir. Un tigre se montre en rêve à un vieil homme et lui explique comment effectuer une onction sanglante du malade avec le sang d'un animal sacrificiel. Donc ça, c'est important. L'inceste, ça constitue une infraction très grave, très chaude entre guillemets, une chaleur qui met en danger l'harmonie cosmique. Et le sacrifice d'un porc permet de refroidir la situation et de restaurer cette harmonie du cosmos. De la même façon, une maladie grave est conçue comme la sanction surnaturelle d'une grave transgression d'interdit, et les rites de guérison chamanique incluent le sacrifice d'un porc et l'onction du malade avec le sang de l'animal sacrificiel. Dans certains cas très très graves,
par exemple dans une épidémie ou une succession de mauvaises récoltes, qui sont également conçues comme des sanctions surnaturelles d'une grave transgression, même quand la transgression n'est pas identifiée, la communauté villageoise dans son ensemble se sent menacée. Et alors un grand festival propitiatoire avec sacrifice, et gros sacrifice, doit être tenu pour purifier tout le village et ses résidents. Et dans ces situations rituelles, le tigre est tellement craint que même son nom n'est jamais prononcé. Le tigre se manifeste aussi par de ses multiples avatars. Ça pourrait être des avatars de tigre. Ces esprits tigres s'associent à certains humains, certains individus choisis, et les assistent dans leurs activités en échange d'offrandes. Donc ces humains sont le plus souvent des chasseurs. Donc, leur esprit les aide dans la chasse, des artisans, des musiciens et surtout, évidemment, des chamans. Donc, tous ces éléments, initiation au rite, rédemption des transgressions et assistance spirituelle personnalisée, assistance à la personne, on appellerait ça, reflètent des dispositions qu'on pourrait appeler philanthropiques de la part du tigre que certains peuples lui attribuent. Cependant, dans l'ensemble, le tigre demeure, comme je l'ai dit, une entité spirituelle dangereuse. Pour certains groupes, il a bien effectivement initié les humains au rite et aux bonnes manières, mais il est avant tout le grand censeur, le grand punisseur, le pourfendeur des transgressions sociales et rituelles. Alors il peut s'agir de petites transgressions, par exemple enjamber de la nourriture, ou refuser de partager ses vivres, ou au contraire refuser de prendre part à un repas déjà servi, ça ne se fait pas. Ça relève de l'étiquette, ça relève des bonnes manières sociales. Ce sont des mauvaises manières sociales, civiques, et on considère que la punition doit être mesurée à l'aune de la faute. Il y a beaucoup plus grave. Par exemple, maudire quelqu'un. Si vous maudissez quelqu'un, là, le tigre va venir dévorer le maudisseur et le maudit, deux protagonistes qui mourront d'une maladie surnaturelle, mourir de consomption, on dirait. Et donc ça, c'est quand même très sérieux. Une autre chose très sérieuse, c'est les ordalies. Les ordalies, ce sont les jugements de Dieu, sauf que ce n'est pas les mêmes dieux. Le plaignant et le suspect jurent sur une dent de tigre. Les deux jurent sur une dent de tigre, et celui qui a menti sera dévoré par le tigre. Et on dit, et apparemment il y a eu des cas, on dit qu'il est alors tellement convaincu de son triste destin qu'il cesse de manger et se laisse mourir, réalisant la punition. D'autres graves transgressions, manquer de respect à des anciens, par exemple, ou toucher des objets sacrés, un vieux sabre de guerre, un vieux sabre de coupeur de tête, ça, pas touché. Une cape en peau de tigre, pareil. Donc seuls des adultes mûrs, aguerris, peuvent les manipuler. Des hommes, évidemment, parce que les femmes ont une âme plus délicate, dit-on. Donc ce type de transgression appelle sur le délinquant une mort rapide, c'est la mort par le tigre. Ça, c'est important, la mort par le tigre. Et dans des cas où des rituels chamaniques se révèlent incapables de guérir un malade, et ceci vaut que l'on connaisse la transgression ou qu'on soupçonne qu'il y en ait une, on acceptera comme un fait que la faute était trop grave et que le tigre est venu saisir le coupable. Là, le cosmos a été déstabilisé par la faute commise et une cérémonie de purification générale est impérative pour rétablir cette harmonie. Au vu de ces aspects de censure, de châtiment, on ne sera pas surpris de noter que les peuples de Bornéo font preuve de beaucoup de circonspection à l'égard du tigre. Donc j'ai dit que ça, il y avait une crainte généralisée de tout ce qui avait rapport avec le tigre, et dans la vie quotidienne, dans certains groupes, le mot tigre est systématiquement remplacé par le mot chien. Donc on retrouve le chien là. Et pour prêter serment, on utilise un cadavre de chien. Et dans certains cas, on se contente de montrer un chien du doigt. Chien, et c'est l'équivalent de jurer sur une dent de tigre. Et le tigre est toujours là, même quand on jure sur même quand on montre un chien, le tigre est toujours là, tapis dans l'ombre, menaçant. Cependant,
dans les mythes, dans les épopées, dans les contes, on mentionne nommément le tigre. Et c'est la même chose lorsqu'on parle du motif empreinte de tigre, qui est un motif très très courant dans la vannerie en particulier. Et dans ces cas, on dit qu'aucun interdit ne s'applique, qu'il n'y a pas de danger. Bon, c'est comme si le tigre n'était pas vraiment là. Dans la culture matérielle, le tigre est également couramment et explicitement représenté et dans divers médias. Sculpture, peinture murale, panneaux de perles, et leur usage est réservé aux familles prééminentes, exactement comme pour les canines et les peaux, contrairement à ce motif qu'on retrouve partout. Vous voyez quand même l'empreinte de tigre là, elle est pas vilaine. C'est une photo qui a été prise à Sumatra par Pierre-Yves Mangas. Il campait dans la forêt, et puis le matin, le tigre était passé dans le campement. Voilà, là vous avez un panneau à droite représentant un tigre et un calao. Le calao, c'est le calao rhinocéros. Vous voyez la corne rouge là, au-dessus du bec. C'est le calao rhinocéros qui est un des plus gros oiseaux de Bornéo. Et entremêlé de dragons. Là, vous avez des dragons partout, des têtes de dragons. Là. Et là, les mondes inférieurs et supérieurs sont visiblement complètement imbriqués. On a quelque chose qui est global. Là. C'est une représentation du cosmos total. Voilà, donc ça c'est la photo première photo. Là vous avez un tigre, qui est absolument indubitablement un tigre et pas une panthère. Et vous voyez que les pattes du tigre se terminent là par une tête de calao, là par une tête de dragon, là encore une tête de dragon. Et également là aussi, monde inférieur et monde supérieur imbriqués. À droite, vous avez une représentation moderne d'un tigre courant sans référence cosmogonique du tout. Sur le principe de la partie qui vaut pour le tout, pars pro toto, je dis ça pour les brillants latinistes que vous êtes tous, les représentations de la tête du tigre sont très fréquentes. La tête vaut pour le tigre complet. Ici, vous avez à gauche une peinture sur un mur de maison. Ça, c'est le motif de tête de tigre. Les deux autres, c'est tête de tonnerre, face de tonnerre, si vous voulez. Et dans celui-ci, il est associé au calao. Selon les groupes, les mêmes images, les mêmes représentations sont appelées face de tigre, face de dragon ou face de tonnerre. Vous trouvez les mêmes types de représentations, à gauche sur un bouclier de guerre, à droite sur un masque en tridimensionnel, sur un masque de danse sacrée. Vous retrouvez les yeux, les crocs, vous voyez les crocs là, avec ces espèces de gros yeux, les pendants d'oreilles, enfin, tout y est. Et à gauche, un panneau de perles pour un porte-bébé. Vous retrouvez exactement le même motif en tressage de perles que la tête de tonnerre de tout à l'heure. Et à droite, vous avez c'est un panneau de perles pour une coiffure de femme. Et là, c'est une tête de tigre. Alors, vous voyez ça, ce sont les yeux. Ça, c'est la bouche. Vous reconnaissez tout de suite un tigre, là. N'est-ce pas ? Oui. Bon. Et ici, vous avez une représentation combinée de face de tigre et de dragon. Alors là, c'est intéressant, vous avez deux dragons couchés qui forment la gueule du tigre. Les yeux du tigre sont cernés par deux têtes de dragon. Et donc la représentation de la tête de tigre ici est générée par en fait les images de dragon. Toutes ces représentations et leurs noms variables, donc tigre, tonnerre et dragon,
suggère fortement que ces trois entités, tigre, tonnerre, dragon, sont fondues ou confondues en un seul et même personnage, une seule et même divinité dans les cosmogonies de ces groupes-là. Ces images de tigre, ou de tête de tigre, ou de dragon, ou de tonnerre, sont délibérément effrayantes. Elles sont interprétées à différents niveaux. D'un côté, elles sont protectrices, ça c'est évident, sur les porte-bébés, sur les chapeaux, sur les boucliers. Elles sont destinées à repousser les mauvais esprits et à épouvanter les ennemis. Et par ailleurs, elles dénotent le statut social des gens qui les portent, ou qui les utilisent, ou qui les exposent sur les murs de leur résidence, c'est-à-dire les familles nobles ou puissantes qui ont le monopole de ces motifs-là. Les gens ordinaires, les gens du commun, les roturiers n'y ont pas droit, n'ont pas droit de les utiliser sous peine de sanctions surnaturelles et évitent de s'y frotter par peur de la fameuse mort par le tigre. Dans la moitié nord de Bornéo, ça c'est la partie, c'est l'évolution du tigre dans le dernier siècle passé. Dans la moitié nord de Bornéo, les peuples de l'intérieur ont été pour une grosse part, une grande part, massivement christianisés et par divers ordres missionnaires occidentaux. Et on trouve ici le tigre et la croix, qui est assez particulier. À gauche, vous avez une représentation cosmogonique traditionnelle avec le visage divin central, avec ses spirales, etc., qui repose sur la jarre qui est supposée contenir l'élixir de vie. Vous avez deux tigres, ils sont en bas, les calaos sont en haut, donc là on a peut-être une espèce de séparation des pouvoirs, et des dragons au milieu. Et cette représentation est installée dans une église. Donc là, on est dans le contexte de Vatican II, avec une ouverture, aux églises particulières et la combinaison des traditions, des croyances traditionnelles dans le christianisme. Et donc on peut réinterpréter ça, je ne sais pas comment exactement on l'interprète, mais on peut réinterpréter ça comme l'intégration de la croix qui semble avoir poussé dans la jarre comme un arbre de vie. On peut oui, enfin, non, alors à droite, c'est un panneau d'abri de tombe. Alors là, on retrouve la croix est positionnée au-dessus de la tête de tonnerre, parce que là c'est tonnerre. Donc soit on dit que la croix domestique, le tigre, désamorce ces aspects dangereux de censeur, de punisseur, soit on peut dire que les anciennes divinités sont appelées en renfort de la croix pour générer un surplus de protection spirituelle. On ne sait jamais, ça ne peut pas faire de mal. Les épis qui pendent. Alors ça, c'est l'ikuala, c'est des feuilles de palme qui sont tressées, et c'est les feuilles de palme, enfin c'est dans ces tressages de feuilles de palme qu'on enveloppe les têtes coupées dans les cérémonies de retour de chasse aux têtes. Et on les met là aussi parce que la personne qui est enterrée là est une personne de la noblesse, donc elle a droit à l'image de la face de tonnerre et on lui met symboliquement ça comme si elle emportait avec elle des têtes coupées qui lui serviraient d'esclaves dans l'au-delà. Dans la moitié méridionale de l'île, en revanche, les images de tigres se rencontrent en contexte rituel très particulier, en particulier pendant les festivals funéraires. On érige des gros poteaux de bois de fer auxquels on attache des buffles d'eau qui seront sacrifiés, et au sommet du poteau, on a un tigre assis sculpté en ronde bosse dans la masse du poteau. Donc ça s'appelle Tiwa, c'est le grand rituel de funérailles secondaires chez les gens du sud de Bornéo. D'autres représentations du tigre, aussi dans la masse sur le haut d'un poteau. En bas, vous avez
petit bonhomme chevauchant un tigre. Ça, c'est un truc un peu particulier. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais on pourrait penser à une influence indienne, parce que la déesse Durga, qui est la parèdre de Shiva, est souvent représentée chevauchant un tigre. Alors c'est une région qui a certainement subi des influences des royaumes indianisés de la côte sud. En dehors du contexte funéraire, ces mêmes groupes du sud de l'île érigent aussi un poteau à tigre lors de cérémonies de réconciliation, de paix et d'alliance. Entre différentes tribus. Là, c'est une cérémonie qui a été organisée par l'administration coloniale néerlandaise en 1894 et qui a regroupé des dizaines de tribus du centre de Bornéo pour établir la Pax Néerlandica, la paix néerlandaise, la cessation de la chasse aux têtes, la cessation des guerres tribales. Ça a été un grand événement dans l'histoire de Bornéo, cette paix de Tumbang Hanoi en 1894. Donc là, on suppose que le tigre, sur son poteau, sert de témoin muet, mais incontestable quand même, parce qu'il est là, de témoin d'un serment d'alliance, et qu'il menace implicitement ceux qui ne respecteront pas le serment qu'ils ont passé et qui ne tiendront pas parole. Chez d'autres groupes, au nord-ouest de Bornéo, par exemple chez les Iban, pour le même type de cérémonie de paix et d'alliance, on utilise une représentation du Calao rhinocéros. C'est l'autre pôle d'un dualisme. Et enfin, des petites sculptures de tigres assis, toujours, servent de bouchons à des tubes de bambou qui contiennent des amulettes ou qui contiennent un assortiment de petits objets rituels d'un chaman. Alors vous me direz, celui de gauche ressemble plutôt à un lion qu'à un tigre, ce qui est tout à fait exact. Mais les gens l'appellent tigre, et puis de toute façon, on n'a pas de lion non plus à Bornéo. Donc ça, c'est peut-être aussi une influence indienne, chinoise. Stylistiquement, ça serait plutôt chinois. Mais allez savoir. Que peut-on conclure de ce galimatia que je viens de vous exposer, de cet ensemble de données plutôt incohérentes? Que peut-on comprendre de ce tigre matiné de chien, de dragon, de tonnerre? C'est quand même un drôle de zèbre, si on peut dire. Donc j'ai tenté une interprétation de toutes ces données à l'ensemble de l'île. Je vous livre ça, vous en ferez votre miel ou pas. Voilà. D'abord, je conclus que le chien et l'ours ne sont que des alias, ne sont que des surnoms du tigre, des noms qu'on utilise pour ne pas avoir à prononcer le nom du tigre qui est dangereux. Donc, on ne s'en souciera pas trop. Le chien n'est sûrement pas une divinité, je ne connais pas de religion où le chien a le statut de dieu, de divinité. Donc le chien est certainement un substitut. Donc on n'en tiendra pas compte. L'ours de la même façon. Ensuite, je considère le dragon comme un élément exogène, venant de l'Inde ou venant de la Chine. Il est clair que le dragon chinois qu'on trouve habituellement sur les jarres en céramique d'origine chinoise qui circulent à Bornéo depuis un millier d'années ou peut-être plus, a évidemment inspiré les artistes de Bornéo. Et en ce qui concerne les autres représentations comme la tête de tonnerre, la tête de tigre, la face de tigre, on peut chercher dans le Makara indien, cette face grimaçante de monstre marin, qui ça semble avoir servi de modèle à la tête de tigre ou à la tête de tonnerre. Donc pour moi, le dragon est devenu, au fil du temps, un personnage alternatif, c'est-à-dire un alter ego
du tigre, et qu'on utilise le tigre et le dragon au même niveau de statut, de divinité. Ensuite, on a les divinités aviaires. Le kalao, dans d'autres tribus, c'est l'aigle. Dans des cosmogonies dualistes, elles forment avec le dragon une paire de termes, oiseau, alors dragon ou serpent aquatique dans certains cas, une paire de termes opposés et complémentaires qui représentent monde inférieur, monde supérieur, mâle, femelle, air, eau, etc. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ce qui vraisemblablement constitue des éléments d'un ancien panthéon autochtone, un panthéon composite mais pas dualiste, le tigre, la lune, le tonnerre. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, ancien et basique un peu partout. C'est un panthéon qui pourrait être antérieur à l'arrivée des peuples de langue austronésienne à Bornéo, il y a 4000 ans ou plus, peut-être antérieur encore aux premiers groupes mongoloïdes qui sont venus d'Asie continentale par la péninsule malaise jusqu'à Bornéo, à l'époque où il y avait encore un pont de terre. Les Mongolides, par exemple, quel groupe? Montkhmer, à Bornéo. Qui? Il y a un groupe, mais... Il n'y a pas de groupe Montkhmer à Bornéo. Non. Mais non, les peuples de langue austronésienne sont venus en principe de Taïwan, par les Philippines, par l'Est. Ils seraient arrivés à Bornéo et auraient apporté un certain nombre de choses, dont, dit-on, l'agriculture. Mais les dernières recherches archéologiques ont prouvé qu'on avait du riz bien avant la date d'arrivée supposée des groupes de langue austronésienne. Donc on fait le postulat que des groupes Montkhmer austro-asiatiques descendus par la péninsule, c'est-à-dire par l'ouest au lieu de l'est, sont arrivés à Bornéo largement avant les gens de langue austronésienne et ont apporté l'agriculture. Mais bon, on ne sait pas du tout ce qu'il en est, il n'en reste rien en fait. Et donc ce panthéon pourrait bien remonter aux cultures de chasseurs-cueilleurs australo-mélanésiens qui sont passés par Bornéo il y a beaucoup plus longtemps, avant les débuts de l'agriculture. Là, c'est 50 000 ans, c'est les premières arrivées de groupes d'Homo sapiens, donc des Australo-Mélanésiens. C'est les gens qui ont peuplé la Nouvelle-Guinée, qui ont peuplé l'Australie, et dont il reste quand même des traces avec les négritos, les Orang Asli de Malaisie péninsulaire, qui sont des petits hommes à la peau sombre et aux cheveux crépus, et qu'on considère être comme ceux qui existent aux Philippines, les négritos des Philippines. On considère que ce sont des gens qui sont là depuis peut-être plusieurs dizaines de milliers d'années, donc largement avant. Et il se trouve que ces gens-là, en Malaisie péninsulaire et aux Philippines, ont un panthéon qui ressemble quand même, qui a beaucoup de traits communs avec ce que je viens de décrire, le tonnerre, la lune, le tigre. Alors évidemment, il n'y a pas de tigre aux Philippines, mais il y en a en Malaisie péninsulaire. Donc ce vieux panthéon de Bornéo, on pourrait le mettre en parallèle si on décide qu'il mérite d'être exhumé avec les panthéons des négritos de Malaisie péninsulaire et de Philippines. Donc ces éléments anciens auraient alors été incorporés dans des cosmogonies complexes, plus complexes, arrivées plus tard. Et cet ancien panthéon lui-même ne nous est plus accessible aujourd'hui qu'à travers des bribes de mythes, des bribes de traditions orales, des bribes de croyances, de rituels, qui ont été noyés dans ce qui est arrivé après. Voilà. Donc dans les cosmogonies actuelles de Bornéo, qui sont les seules auxquelles nous avons accès, le personnage du tigre,
avec cette ambiguïté que je viens d'expliquer en long, en large et en travers. C'est une ambiguïté de passe-muraille. Il passe entre les mondes, il passe entre l'humain, le non-humain, le spirituel, il passe entre le monde supérieur, le monde inférieur et la Terre. Alors avec cette ambiguïté, avec ses divers visages, on pourrait dire que c'est un pervers polymorphe peut-être, je ne sais pas. Le chien, le dragon de tonnerre. Ce tigre en fait reflète simplement une très longue histoire d'interaction culturelle. Et c'est une histoire qui est tellement longue que probablement nous ne saurons jamais vraiment ce qu'il en est vraiment de ce tigre. Ce tigre, de toute façon, est absent des forêts de Bornéo. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que je ne conclus pas, je ne prouve rien là. Peut-être simplement parce que l'anthropologie ne serait pas forcément très drôle tous les jours si on n'avait pas le droit de temps en temps de s'abandonner à la pratique de la spéculation sauvage. Et c'est ça qui fait le bonheur de l'anthropologie, c'est ce type de travail. Mais attention à consommer avec modération. Merci.